Janina, Umschlagplatz. Parfait, c'est parfait. Chère Lucia, la dernière fois que nous nous sommes vus, je cherchais les mots qui adouciraient votre voyage vers vos disparus. Et c'est vous, aujourd'hui, qui me rendez l'appareil au moment où j'en avais besoin. Voyez-vous, parfois je doute de l'utilité de notre travail. À quoi bon nous attacher à restituer leur nom et leur histoire aux victimes du nazisme, alors que partout, les hommes continuent à haïr et à détruire, comme s'ils n'avaient rien appris de l'histoire. Merci de me rappeler, avec votre sensibilité généreuse, le sens de ma mission, celle que votre tante m'a transmise. La force d'Eva et la douceur de Maîtresse se mêlent dans vos racines. C'est un bel héritage. Je suis sûre que vos filles sauront y puiser l'inspiration de leur vie d'adulte. Quant à moi, je viendrai avec joie, dès que mes enquêtes m'en laisseront le loisir. Gaetano attaqua son assiette avec entrain. En habitué, il décortiquait les crustacés avec célérité. Tout occupé à sa tâche, sans lever la tête, il interpella brusquement Aurélien. Alors, Aureliano, que fais-tu ici? Aurélien avait attendu 2 jours pour que cette question lui soit posée. Et maintenant qu'il y était confronté, il n'aspirait qu'à échapper à cette conversation. Il se racla la gorge. Gaetano ne le regardait pas. Il continuait à avaler les scampi goulûment. Il redemanda du Chianti à la serveuse et fit une allusion déplacée au cétacé étincelant qui cabriolait dans son nombril. La jeune femme haussa les épaules et leur tourna le dos. Aurélien rassembla ses esprits. « As-tu entendu parler du projet de la restauration de la Joconde ?» Gaetano sourit. « Bien sûr. Florence n'est pas si loin de Paris. Les bruits de couloir du Louvre me parviennent parfois jusqu'ici. » Aux environs de 14 heures, mon téléphone émet des sons d'alerte. J'ouvre les yeux, la femme et le chien disparaissent dans le blanc du plafond de mon studio. Des messages de félicitations affluent sur mon écran. Mon nom est inscrit dans la liste des finalistes d'un des prix Goncourt de printemps. D'emblée, je croise à une erreur. Au bout de quelques secondes, l'émotion me monte à la tête et une envie de pleurer qui ne ressemble à aucune autre. Nous sommes le 5 avril, c'est le printemps. Entre 2 messages de félicitations d'amis, de journalistes ou de lecteurs, j'en reçois un autre. Je vous contacte de la part d'une amie qui m'a dit beaucoup de bien de votre travail. Pourriez-vous venir au 23 rue Jouffroy d'Abance, chasse d'eau cassée et 2 ou 3 bricoles, une tringle décrochée. Je peux être là dans 30 minutes. Est-ce que 25 € vous conviennent? Homme à tout faire, polyvalent, ponctuel, soigneux, efficace, se déplace à Paris et proche couronne. Bricolage, montage de meubles. Installation de télévision murale, fixation d'étagères. Accrochage de tableaux, cadres et miroirs, pose de tringles à rideaux, entretien de jardin. Entretien de Pour sa voix douce, sentant moins, pour sa voix fraîche. Ça te va, toi? J'entre dans l'appartement. Je le sais, je le sens. Je vais être bien ici. Le soleil joue avec les plantes vertes. Et c'est si bien. Karine, excuse-moi, là je viens de me relire et je m'aperçois que j'ai parlé de mon frère comme s'il était vivant. Le passé est raconté au présent et
Et le présent au passé, on ne va pas s'y retrouver, ça t'embête si on recommence. Non, non, parce que je dois l'annoncer clairement, dès le début, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Mika est mort l'hiver dernier, il avait 28 ans. Mika, mon frère, celui qui m'appelait petite sœur en plissant les yeux alors que j'étais sa grande sœur, mais qu'importe aujourd'hui. Il est mort en tombant comme un tableau qui se décroche. La ficelle a lâché. Reste la marque blanche sur le mur, celle qui n'a pas pris la lumière. Il y a aussi quand même une autre chose à ajouter, qui s'est fait un peu malgré nous, ou à force de jouer, et de répéter puis de jouer, c'est que l'histoire de ce roman, c'est l'histoire de la disparition d'un frère, de la mort d'un personnage, et donc la sœur se retrouve toute seule à raconter cette histoire. Et en fait, par ce spectacle, c'est comme si ce personnage trouvait une sœur jumelle, c'est-à-dire elle a perdu un frère et elle a retrouvé une sœur, et on joue un peu sur cette relation comme ça, un peu gémellaire entre nous deux, moi racontant, elle racontant avec la musique. On est habillés un petit peu pareil. Les jumeaux cosmiques dont on parlait ce matin. Et il y a cette espèce de lien qui se tisse et qui vient réconforter d'une certaine façon, parce que c'est quand même l'histoire d'un deuil, et là tout d'un coup on a la construction d'une relation au présent sur la scène. Nous, à l'ère d'une petite chose fragile. D'accord, donc les gens, eux, ne l'entendent pas. C'est parfait. Vous, c'est bien. Et puis un jour, par hasard, j'ai réécouté une voix lyrique. Ça m'a bouleversée. Vous vous souvenez laquelle? Oui, c'était un morceau qui est une chanson de variété italienne, écrite par Lucio Dalla, qui s'appelle Caruso, donc qui est quand même un hommage à ce grand ténor qu'était Caruso, et chanté par Roberto Alagna. Et en fait, sur cette banquette arrière du taxi, j'ai été foudroyée. Tout est remonté. J'avais la chair de poule, enfin vraiment l'émotion m'a saisie, et je me suis dit, il n'est plus possible de tourner le dos à ce qui a été un moment si fort et une chose si importante de ma vie. Les 3 coups, il est l'heure. La salle s'éteint. Des raclements de gorge la parcourent. Les spectateurs s'offrent une dernière toux avant de faire silence. Presque nuit noire. Temps. Mais pas vide. Devenue rectangle de lumière, la fosse d'orchestre captive. Les violonistes ont posé leurs archets, les musiciens demeurent stoïques près de leur instrument muet. Tant d'immobilité attire le regard. Il ne se passe rien et c'est fascinant. Le suspense monte. À cet instant, et du pas vif de celui qui sait son prestige, le chef fait son entrée. La salle se met à applaudir. Catastrophe, ils ont les mains molles. Note Guzy qui soudain se sent mal. Lui rêvait d'une clameur. Il voulait un engouement à même de faire oublier l'orage dehors, le nazisme au loin, et ces tonnes de factures à payer. On n'y est pas, il faut rester sur terre. La baguette du chef tapote à 2 reprises le pupitre, puis se fige le temps d'un silence si précaire qu'on n'entend que lui. Une paume s'élève, l'autre s'écarte. Bam! Ouverture. Alors c'est la magie de Festimo de proposer ces lectures, des lectures musicales, des mises en voix. Pour mon roman
qui effectivement se consacre à l'opéra, c'était une évidence. Ouais. Il fallait une voix. Voilà, qu'il fallait une voix. Manna tu sole, più bello in me, o sole mio, stai fronte a te. On va venir à votre rencontre, donc vous avez suggéré, choisi et obtenu de faire une lecture à 2 voix, ce qui n'est pas banal, je trouve. Peut-être, qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer tous les deux? Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances, peut-être... Le train. Le train. C'est vrai, le train. On s'est retrouvés, en fait, le premier jour de la rentrée littéraire qui a été mouvementée et très belle pour tous les deux. Ouais. Le 1er septembre, en partant en Suisse, à Morges. Et en fait, oui, d'accord. Moi, je me voyais la photo d'Éric dans tous les... Dès que j'ouvrais le site Fnac, on était ensemble sur le prix Fnac, je voyais la tête d'Éric partout et tout le monde avait l'air d'aimer son roman dans les premiers avis qui étaient publiés. Je me disais, ah le salaud, un concurrent. Et en fait, donc je l'ai reconnu sur le quai, je suis allé le voir et je sais pas, on a une sorte de coup de foudre amical, on a l'impression de se connaître. Non, puis c'est drôle, en plus, tu lisais mon livre, je lisais le tien, parce qu'on était tous les deux invités à la même émission de télévision. Ah oui, exact, c'était avant la grande librairie, ouais. On lisait chacun les livres des autres pour se préparer à l'émission. Et donc c'était assez incroyable de se rencontrer comme ça, puis voilà, dans le train d'être tous les deux avec la couverture de l'autre en face. Évidemment. Ah, je pas envie de faire. Je serais pas en juste avec toi si. Sinon c'est bon côté équilibre voix musique. Les frères forment un cercle autour de celui qui s'en va. Il y a eu bien des cercles, bien des adieux. Depuis que la Sacra dresse ses murs au-dessus d'eux, il y a eu bien des moments de grâce, de doute, de corps arc-boutés contre l'ombre qui vient. Il y a eu et il y aura d'autres départs. Ils attendent donc patiemment. Ce mourant-là n'est pas comme les autres. Il est le seul en ces lieux à ne pas avoir prononcé de vœux. Pourtant, on lui a permis de rester pendant 40 ans. Chaque fois qu'il y a eu un débat, des questions, un homme en robe pourpre est arrivé, jamais le même, pour trancher. Il reste. 15, peut-être 20. Vous n'étiez guère plus pour accompagner le corps inerte de la mère d'Ali dans sa dernière promenade. Le soleil a séché la terre de son implacable indifférence. Il n'y a Dieu que Dieu et Muhammad est son prophète. La poussière des pas traînants formait un nuage dense qui s'imprimait sur les peaux humides. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ali faisait partie des 4 porteurs qui soulevaient le cercueil. Tu ne connaissais pas les 3 autres. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage rasé de près. Elle lui parcourait le cou en épousant sa jugulaire. Il ne laissait transparaître aucune émotion, mais derrière chaque déglutition, tu croyais déceler sa gorge serrée par la tristesse ou bien par le sable. Le Caire laissait entendre au loin son vacarme impénitent. Ici, le silence, là-bas, le bruit. Là-bas, la vie, ici, l'après. Face à l'affairement de millions d'individus, que pèse le recueillement de 20 personnes? 20, peut-être 15. Dans votre roman, il y a cette expression des jumeaux cosmiques. Est-ce que vous avez le sentiment d'être des jumeaux littéraires? Non, on n'est pas des jumeaux littéraires, on est tout. Enfin, c'est ça qui est chouette d'ailleurs dans le fait qu'on ne fait pas du tout la même chose. Et en même temps, il y a des. Je sais pas, moi je ne sais pas, je peux pas. Il faudrait qu'on puisse juger notre propre texte et on le juge, mais. Non, mais en tout cas, il y a eu quelque chose sur ces 2 livres dans cette rentrée, on en a beaucoup parlé, et souvent, les gens qui aiment l'un ont eu tendance à aimer l'autre, ça je l'ai beaucoup vu, c'est pas forcément une vérité absolue, mais il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Ah, j'ai adoré votre livre et celui d'Éric ».
Voilà. Donc Quand même. Même les lecteurs ont senti cette. Mais il y a eu cette gémellité de trajectoire oui, aussi. Là où il y a une gémellité aussi, c'est quand même que moi, quand j'ai eu publié mon premier roman, il a eu ton roman a eu une trajectoire, tu as eu encore plus de succès que mon premier roman, et on a eu le même prix, le même premier grand prix qu'on a eu, qui est le prix Fémina des lycéens, sachant qu'on s'est rencontrés le 1er septembre, le premier jour de la rentrée. Donc il y a quand même des trucs marrants dans ce petit trajet qu'on a en commun, quoi. Des coïncidences qui ont du sens quand même. Oui, puis alors de mon côté, il y a aussi une certaine forme d'inspiration du parcours de Jean-Baptiste, bien sûr. Mais oui, en fait, c'est toujours la difficulté, c'est quand on rencontre quelqu'un et qu'on a une sorte de coup de foudre humain, on a un peu peur de lire le livre après, on se dit si c'était pas à la hauteur de la rencontre, ce serait moche. Et j'avais beaucoup de chance parce qu'il avait écrit Veiller sur elle. Donc, moi, j'étais déjà assez avancé dans son livre quand je suis allé lui parler. Donc je savais que j'allais pas avoir de problème. Je t'aurais changé de J'avais pas à wagon, mentir. Ah bah oui, sinon j'aurais changé de wagon. Je suis né en France en 1904. Mes parents avaient quitté la Ligurie en quête de fortune 15 ans plus tôt, à peine mariés. En guise de fortune, on les avait traités de rital. On leur avait craché dessus, on s'était moqué de leur façon de rouler les R. Or, pour autant que je sache, le mot rouler commence bien par un R. Des deux fardeaux de mon existence, mon prénom fut sans doute le plus léger à porter. Je l'ai pourtant détesté avec fougue. Ma mère descendait souvent à l'atelier pour voir son mari travailler. Elle comprit qu'elle était enceinte lorsqu'elle me sentit tressaillir sur un coup de burin. Elle n'avait pas ménagé ses efforts jusqu'à cet instant, avait aidé mon père à déplacer des blocs énormes, ce qui explique peut-être la suite. Il sera sculpteur, annonça-t-elle. Mon père maugréa, lui répondit que c'était un sale métier où les mains, le dos et les yeux s'usaient bien plus vite que la pierre, et que si l'on n'était pas Michelangelo, autant s'épargner tout ça. Ma mère acquiesça et décida de me donner un coup d'avance. Je m'appelle Michelangelo Vitaliani. Tu avais été pris d'un vertige au moment de descendre de l'escalier mobile qui conduisait au tarmac de l'aéroport international du Caire. Il avait suffi de quelques pas hors de l'avion pour que tu sentes tes jambes se dérober. Tu t'étais raccroché à la rampe, tandis que le passager devant toi rattrapait de justesse ta valise. Le Khamsin teintait d'ocre le ciel de la capitale. Il donnait au paysage un air de carte postale jaunie. Les instants que tu t'apprêtais à vivre avaient déjà l'apparence de souvenirs défraîchis. Indifférent à tes pensées, le vent avait continué à charrier son sable brûlant entre deux déserts. Tu n'avais pas cherché d'autre explication à ton œil soudain humide et à ta respiration oppressée. Le même prénom et le même nom. Mais personne autour de toi pour les prononcer sans les écorcher. C'est aussi cela l'exil. Le même prénom et le même nom.